Bonjour tout le monde, c'est Théo, et aujourd'hui on se retrouve pour une bonne grosse vidéo sur les IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons. Si tu ne le sais pas déjà, ces médicaments, enfin, cette classe de médicaments, pardon, va avoir tout un tas d'effets cascades délétères sur ton estomac, et c'est ce qui cause en très grande partie, en fait c'est ce qui va paradoxalement alimenter tes reflux gastro-œsophagiens, et c'est ce qui va induire derrière des dysbioses intestinales. Bref, on en reparlera ensuite. Donc si d'avance, si tu as des problèmes d'estomac, des maux d'estomac, des reflux gastro-œsophagiens chroniques, ça ne part pas, et que derrière tu as d'autres soucis digestifs, alors de l'ordre de la malabsorption de protéines par exemple, donc des odeurs dans tes selles, des odeurs dans tes gaz, si juste tu as des gaz tout court d'ailleurs, si ce genre de symptômes te touche, regarde bien cette vidéo, et même si tu prends juste ce médicament en fait, tu verras à quel point c'est juste délétère pour ta santé gastrique, encore plus si tu prends à côté des anti-inflammatoires non stéroïdiens, on en parlera à la fin. Donc le rôle des IPP principaux, c'est la prévention du reflux gastro-œsophagien ou directement le traitement du reflux. On verra par quel mécanisme ensuite. Également, ça prévient les ulcères qui vont être générés par les anti-inflammatoires. Comment ça marche concrètement? Ça va diminuer la sécrétion d'acide gastrique. Donc on parle d'IPP, donc d'inhibiteurs de la pompe à protons. On fera un petit point après anatomique sur l'estomac, donc c'est un petit peu usine à gaz, mais t'inquiète pas, je vais t'expliquer ça très clairement. Mais en gros, la pompe à protons, c'est elle qui est responsable de la sécrétion d'acide gastrique. Donc si on diminue la sécrétion d'acide gastrique, eh bien ça empêche l'acide pas de remonter dans l'œsophage, mais ça empêche qu'il y ait un acide trop acide. On parlera du pH et comment ça fonctionne, mais ça empêche qu'il y ait un acide trop acide qui vienne dans ton œsophage. En fait, dans ton estomac, prends ça comme estomac, comme schéma, et ça c'est ton œsophage, c'est très très moche, hein, d'accord, mais voilà, ton estomac pour fonctionner est censé avoir un pH de entre 1 et 3, on va dire. Et en principe, le liquide qui est dans l'estomac n'est pas censé remonter dans l'œsophage. Et donc, comme le corps est bien fait, eh bien, les muqueuses de l'œsophage ne sont pas prêtes à recevoir un pH aussi acide. À l'inverse, donc, de acide, on a alcalin, et c'est un pH qui se rapproche de 14. Donc l'œsophage n'est pas fait pour recevoir un pH aussi acide, et comme ça arrive jamais, la muqueuse de l'œsophage, elle est designée, entre guillemets, pour ne pas pouvoir répondre à ce problème, parce que c'est pas censé arriver. Donc la muqueuse de l'œsophage n'est pas capable de recevoir un pH aussi acide que celui de l'estomac, si bien que quand l'acide remonte dans l'œsophage, eh bien on peut avoir des œsophagites, mais donc ça va brûler, hein, ça va irriter l'œsophage. Donc c'est à cause de ça en fait. La muqueuse n'est juste pas préparée à recevoir ce genre de liquide. Ça sert également donc à prévenir, comme je disais avant, les lésions gastro-duodénales. Alors on va reprendre un petit schéma anatomique plutôt facile, voilà ici. Donc gastro-duodénal, ça veut dire donc gastrique, estomac, et duodénum, c'est la première portion de l'intestin grêle. Donc là on a l'estomac, ici, et là on voit une jonction qui mène l'estomac vers le début de l'intestin grêle. Donc c'est ça en fait, la région gastro-duodénale, c'est ici. Donc ça sert à prévenir les différents ulcères qui pourraient se manifester dans cette région, ulcères qui sont induits par les anti-inflammatoires. C'est pour ça que souvent, quand on prend un INS, on a un IPP avec, parce que les médecins savent qu'il y aura des ulcères à cause des INS, et un pH très acide sur une plaie ouverte, hein, parce qu'un ulcère c'est une plaie ouverte, ça fait extrêmement mal. Donc c'est pour ça que on vient baisser le pH, le rendre plus alcalin, jusqu'à peut-être 5, pour ne pas que l'acide soit trop acide, trop fort, et donc ne fasse trop mal sur les ulcères. Mais on verra qu'avoir un pH gastrique trop faible, ça va induire une mauvaise protection contre les pathogènes, par exemple, une mauvaise digestion des protéines, etc. etc. Si l'acide gastrique il est là, et s'il est fait pour être puissant, c'est pas pour rien du tout. Et enfin, donc là, je réitère, on soulage les ulcères gastriques. Donc les symptômes sont très connus, et en fait, je me répète. Donc le plus connu, c'est le reflux gastro-œsophagien, œsophagite par conséquence, les dysbioses qui s'en suivent, on l'a déjà vu juste avant. Donc, mais il y a un problème. Il y a un problème avec ce médicament, c'est qu'il y a un paradoxe. On appelle ça donc, enfin, il n'y a pas vraiment de nom, hein, mais on va nommer ça le paradoxe du sphincter. Ici, sur l'estomac, on a sphincter ouvert autorisant le reflux, et ici, sphincter fermé. Il se trouve que ce sphincter, c'est ce qui empêche l'acide de remonter. Donc on va se dire, ok, pourquoi ce sphincter il est ouvert? Donc on comprend déjà que prendre un médicament qui va
empêcher l'acide d'être trop acide, ça ne règle pas le problème. Parce que le souci majeur du RGO, c'est que ce sphincter, il est ouvert en fait. Voilà. Ce sphincter, il est ouvert. Ou alors, tu as des ulcères à cause d'un INS. Mais dans ce cas, on en reparlera à la fin. Mais le problème, c'est que ce sphincter, il est ouvert. Donc, avoir moins d'acide, ça ne règle pas le problème. Encore une fois, là, c'est un traitement de symptômes. On fait du symptomatique. Nous, ici, on fait du causal. Donc, par quoi est modulée l'ouverture ou la fermeture de ce sphincter? Eh bien, alors il y a d'autres notions, on va pouvoir voir ça dans une autre vidéo, mais il y a une grosse partie, c'est le nerf vague. Et le nerf vague, on verra ça dans la vidéo spéciale nerf vague. Donc le stress a un très grand rôle à jouer. Mais, ou alors il y a d'autres modulations à prendre en compte dans le cas d'hernie hiatale, etc. Mais ici, ce qui va être intéressant, c'est que ce sphincter, il est l'herméticité, le facteur hermétique du sphincter, donc qui empêche la montée d'acide, elle est dictée par un acide fort. Et oui, le paradoxe est ici en fait. Plus l'acide est fort, plus le sphincter est puissant. Voilà. Donc quand on vient empêcher l'acide d'être suffisamment acide, ce qui est le cas quand on prend un IPP, eh bien le sphincter il reste semi-ouvert, autorisant donc le reflux. Absurde, n'est-ce pas? Effectivement. Donc je redescends ici. On va avoir un effet cascade. Comme toujours, on parle de système digestif. Donc système digestif, ça veut dire organe interdépendant. Donc on a le biote buccal, on a également l'estomac, on a le pancréas derrière, le foie, l'intestin grêle, le côlon, le rectum et boum, la porte de sortie. Comme j'explique bien souvent, on parle de système digestif, donc ce qui ne marche pas ici se répercute là. En fait, comme c'est un système de relais et que en principe tout est censé bien se relier, s'il y a un organe qui est défaillant, la charge de travail va revenir au suivant. C'est exactement ce que j'écris ici. Effet cascade, système, modulation du biote buccal. Alors c'est faux, en vérité, j'aurais peut-être pu écrire ça différemment, mais c'est que, en principe, l'acide gastrique, il est censé faire une barrière aux pathogènes, mais il est également censé faire une barrière aux bactéries buccales qui ne sont pas censées arriver dans l'estomac aux étapes suivantes, donc qui sont l'intestin. Quand vous mangez, quand tu manges, on va se tutoyer, quand tu manges, ton biote buccal entre en action. Tu as des enzymes et des bactéries qui vont pouvoir dégrader ce que tu es en train de mâcher. Cependant, comme tu vas avaler le contenu de ce que tu viens de manger, eh bien, il y a des bactéries buccales qui vont arriver dans l'œsophage, puis dans l'estomac. Normalement, l'acide gastrique, qui est très puissant, est censé tuer les bactéries de ton biote buccal, pour ne pas qu'elles arrivent dans l'intestin. Dans ton biote buccal, tu as des bactéries, tu pourras voir ça ensuite, Streptococcus, etc. C'est des bactéries très spécifiques au biote buccal. Mais comme tu n'as pas un acide gastrique assez puissant parce que tu prends des IPP, ces bactéries, elles ne sont pas tuées. Et donc, tu peux avoir des populations de Streptococcus dans ta bouche qui vont aller dans l'intestin parce qu'ils n'ont pas été tués. Et c'est comme ça que tu peux avoir une dysbiose intestinale juste parce que tu n'as pas un bon estomac. Encore une fois, symptômes dans l'intestin. L'intestin est un reflet, c'est un miroir de ce qui se passe avant. Donc l'intestin va mal, tu as des gaz, ça fermente, ça ballonne, tu as peut-être des douleurs d'estomac, tu as peut-être des douleurs intestinales. Mais en fait, c'est dû à ton estomac. Et si ça se trouve, c'est empiré par le fait que tu mastiques pas assez, par exemple, ou que tu manges transformé. Parce que dans la bouffe transformée, il y a également des pathogènes à cause des additifs. Des additifs qui vont faire proliférer ton biote buccal et induire une dysbiose buccale également. On en reparlera un jour dans la vidéo spécialement pour ça. Hein. Mais on voit comment l'effet est très en cascade, en fait. Pareil, si tu fais des bains de bouche très réguliers ou que tu utilises des dentifrices au hasard avec du fluor ou un tas d'additifs, de produits chimiques à l'intérieur, tu viens moduler ton biote buccal. Et cette action va se répercuter sur l'estomac et encore plus si tu prends un IPP. Bref, c'est un effet en chaîne et c'est pour ça que nous, en coaching, on reprend des fois des gens sur la mastication et l'utilisation de produits d'hygiène bucco-dentaire ou de cosmétiques. Beaucoup de gens n'ont pas le lien, mais c'est en partie pour ça en fait que c'est intéressant. Donc le problème, c'est que comme on prend donc un IPP, j'en passe là-dessus, on a donc une hypochloridrie. La chloridrie, c'est donc l'acide gastrique. Hypochloridrie, ça veut dire pas assez d'acide. Hyperchloridrie, c'est trop d'acide. L'hypochloridrie, on l'a vu juste avant, donc, induit une mauvaise digestion des protéines. Pourquoi? Parce que l'acide gastrique permet d'activer ce qu'on appelle le pepsinogène. Le pepsinogène, c'est une enzyme qui va pouvoir permettre de dégrader les protéines en peptides. Donc, les protéines, c'est comme une sorte de grosse chaîne d'acides aminés.
L'acide aminé, c'est l'unité fondamentale des protéines, on va dire. Donc l'acide aminé, c'est 1. Les peptides, c'est plusieurs petits acides aminés mis ensemble, on va dire jusqu'à une dizaine. Et les protéines, c'est des énormes chaînes de peptides, elles-mêmes composées d'acides aminés. Le pepsinogène permet de décomposer les protéines en peptides, puis en acides aminés. Parce que l'acide aminé, donc la plus petite unité fondamentale des protéines, on va dire, c'est ce qui permet l'assimilation correcte de l'acide aminé. Il faut que la protéine soit décomposée en sous-unités pour pouvoir être assimilée. C'est le rôle du pepsinogène, dont l'action est modulée par l'acide gastrique. Mais également, l'acide gastrique permet la correcte assimilation du calcium, mais aussi du magnésium, du fer non héminique. Donc ça, pour ceux qui ne mangent pas de viande rouge, c'est important. Également la B12, mais ça, c'est un principe qui est très particulier. La B12, elle a un métabolisme très particulier. On en parlera sûrement après. Et enfin, les bactéries, comme j'ai dit, ça constitue une barrière aux pathogènes. Le problème, c'est que quand on arrête les IPP, d'un coup, à ne surtout pas faire, d'accord, on fait ça vraiment graduellement, ça peut prendre 1 mois, comme 2 mois, comme 3 mois. Ça peut engendrer une hyperchloridrie réactionnelle. Donc, pendant longtemps, on a vécu avec un acide très bas, voilà, comme ça. Et d'un coup, on arrête, bam, le médicament. L'estomac, par réaction, bim, il va sécréter un acide extrêmement puissant pour compenser tout le manque accumulé depuis ce temps-là. Évidemment, c'est très douloureux parce que quand on a une prise chronique d'IPP, on a déjà eu un coaché qui a pris 15 ans d'oméprazole, c'est extrêmement long. Eh bien, nos muqueuses, notre estomac, il s'est conformé pendant des années à fonctionner avec un acide faible. Donc forcément, quand on arrête, le système n'est pas prêt en fait encore à réintroduire un acide fort. Et voilà, donc quand on a une hyperchloridrie, ça fait extrêmement mal. Donc là, j'ai mis explication du bazar. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, je vais tenter d'expliquer ça de manière simple. Voilà, j'ai pris beaucoup de temps pour faire ce schéma. Alors pas celui-là, ça c'est tous les schémas viennent de Google, mais j'ai pris beaucoup de temps pour synthétiser ça et faire en sorte que ce soit digeste. Voici notre estomac. Notre estomac possède une muqueuse, et la muqueuse est elle-même constituée de cellules. Chacune de ces cellules a une fonction précise. On a des cellules à mucus qui vont sécréter du mucus, comme son nom l'indique, mucus protecteur. À quoi ça sert d'avoir un mucus protecteur? L'estomac sécrète un acide extrêmement fort, mais il a besoin de sécréter un mucus pour se protéger lui-même de son propre acide. Sans ce mucus, l'estomac se rongerait lui-même. Donc ce mucus, il est hyper important. On reparlera plus tard de la mutation génétique FUT2 qui va moduler la sécrétion de ce mucus. On a ensuite les cellules pariétales, principales, G, ECL et D. On verra ensuite les rôles de chacune. Ce qui est important de comprendre, c'est que, à part les cellules de mucus, toutes celles-là, pariétales, principales, G, ECL, D, elles sont toutes interdépendantes et chacune va contrôler l'activité d'une autre pour moduler à son tour sa propre activité, constituant ainsi un équilibre entre ces 5 types de cellules. Vous voyez une sorte de pentagone, il est très mal fait, on s'en fout. Et donc, ces cellules, elles fonctionnent en équilibre. Donc là, on aurait les pariétales, les principales, G, D et ECL. Et leur défi à toutes, c'est de converger vers un point d'équilibre. Mais admettons, pour une raison typique, je prends des IPP par exemple, eh bien ça va moduler, comme on va le voir, l'activité des cellules pariétales. Donc admettons, les cellules pariétales qui sont ici, on va écrire P, pariétales. Eh bien l'activité, elle est modulée. Donc en fait, sur notre petit schéma qui est extrêmement moche ici, ça va tirer l'activité vers un déséquilibre. Admettons, mon petit trait vert, il va seulement jusqu'ici. Eh bien, ça va venir de facto déplacer l'équilibre. Il ne va plus être ici, il va être ici, mon équilibre. Le schéma est plus parlant comme ça. Mon équilibre, il est déplacé parce que mes cellules pariétales ne parviennent plus à exercer leur fonction correcte à cause des IPP. Ce qui va donc moduler l'activité des autres types de cellules qui vont devoir compenser le manque d'activité des pariétales. On commence à comprendre. Donc, voilà ce qui se passe sur un estomac sain qui ne prend pas de médicaments. Donc on a les différents types de cellules qu'on a vu avant, principales, pariétales, ECL, G, D et mucus. Donc là j'ai mis mucus, on commence par ça. Ça sécrète un mucus protecteur. Alors oui, effectivement, les cellules là ne sont pas écrites à cet endroit-là au hasard, c'est juste que dans l'estomac, on a vu avant que c'était un peu réparti comme ça. Ce schéma est un peu faux. En vérité, on note quand même des présences de pariétales plus sur la région haute de l'estomac, des ECL ici dans le corps de l'estomac, des G dans cette région précise là, donc c'est normal, c'est pas écrit là comme ça au hasard.
Donc les cellules à mucus sont relativement indépendantes et elles vont sécréter un mucus protecteur. Ok, facile. On va commencer notre chaîne dans ce sens-là. Les cellules D, elles vont inhiber la sécrétion d'acide. Ok. Pourquoi? Parce que si on n'inhibe pas l'activité de sécrétion d'acide, l'estomac va sécréter un acide toujours plus fort, jusqu'à atteindre pH 0, j'en sais rien. Ce qui est extrêmement acide et un peu trop acide. Il ne faut pas avoir un pH non plus excessivement acide. Et c'est le rôle en fait des cellules D qui vont inhiber la sécrétion d'acide. On voit ici il y a une flèche avec un petit moins ici, parce que le rôle des cellules pariétales, juste ici, c'est de sécréter l'acide gastrique en question. Donc la flèche rouge et le moins, ça veut dire inhibe, et la flèche verte avec un plus, ça veut dire ça va stimuler, catalyser. Donc les cellules D, par l'action de la somatostatine, va inhiber la sécrétion d'acide gastrique des cellules pariétales. Comment? En inhibant à la fois l'action des cellules ECL et des cellules G, parce que les cellules G vont stimuler la production de gastrine et les ECL d'histamine. C'est une boucle, hein. C'est une boucle. La boucle qui est la suivante: cellule G sécrète gastrine, ça stimule ECL qui sécrète histamine, histamine sécrète pariétale, pariétale sécrète acide gastrique. Donc si on rend la chaîne de gastrine et d'histamine, boum, les pariétales se retrouvent inhibées et ne peuvent plus sécréter un acide trop fort. C'est le rôle des cellules D. Ok? Donc cellules G ensuite, qui vont sécréter de la gastrine. Donc stimule la production d'acide gastrique en réponse aux aliments. Quand vous mangez un truc, c'est ça c'est les cellules G qui prennent le pas, on va dire. Ah, Théo vient de manger une tartine d'os à moelle, on sécrète de la gastrine pour lancer le processus de digestion. Ensuite, les cellules ECL, elles vont sécréter ici de l'histamine en réponse à la gastrine, ok, des cellules G et de l'acétylcholine. Hyper important, on l'a vu juste avant, l'acétylcholine dont la sécrétion et le rôle sont grandement modulés, médiés par le nerf vague. Le nerf vague, comme on a vu juste avant, qui va moduler l'activité de notre sphincter. C'est pour ça qu'en coaching, quand des gens ont des problèmes d'estomac, tels que ceux-là, on leur fait faire des exercices de stimulation du nerf vague. Ça paraît un petit peu wouhou, hein, de stimuler le nerf vague avec des exercices de respiration ou de concentration, mais c'est pour cette raison-là. Enfin, il n'y a pas que celle-là dans la vie, hein. Il y en a plusieurs autres. Mais le nerf vague, c'est pas un truc comme ça qui sort de notre chapeau. Ça module cette activité, entre autres. Donc forcément, quand on a un nerf vague qui est totalement en rade, à savoir quand on a un stress chronique par exemple, et qu'on sait qu'il va moduler l'activité du sphincter plus les cellules ECL, évidemment que le nerf vague va avoir un impact énorme sur l'activité, je veux dire stomacale, mais gastrique. Ensuite, donc, nos cellules ECL vont sécréter de l'histamine. Histamine, par ailleurs, qui va se fixer sur les récepteurs H2. Alors ça, on le voit dans la vidéo histamine. Une histamine, elle a plusieurs récepteurs H1, 2, 3 et 4. C'est pour ça que quand on prend des antihistaminiques qui vont inhiber l'activité histaminique sur les récepteurs H2, ce qui est le cas des antihistaminiques de première génération, eh bien, on vient se taper en fait des altérations de transit. Parce que l'antihistaminique va inhiber les récepteurs à histamine. Et si, dans celui qu'on prend, donc regardez bien, on vient inhiber le récepteur H2, et ben ça va empêcher l'histamine sécrétée par les ECL de se fixer sur le récepteur H2 et qui permet donc de stimuler l'acide gastrique correctement. Donc quand on prend un antihistaminique, on a en fait une action anti-acide. Ok? Et c'est ce qui peut engendrer des constipations ou des dysbioses ou même des diarrhées en fait réactionnelles, etc. Donc si tu prends des antihistaminiques, déjà regarde la vidéo sur l'histamine, mais si tu prends des médicaments comme ça et que tu as derrière un transit qui est altéré, c'est en partie pour ça. Ensuite, donc cette histamine qui se fixe en toute logique à ces récepteurs H2 va stimuler à son tour la production d'acide chlorhydrique, donc notre acide gastrique, et le facteur intrinsèque. Parenthèse, le facteur intrinsèque, c'est une sorte de petit bouclier. Là, on est dans le métabolisme de la vitamine B12 qu'on a évoqué avant. La B12, parenthèse par rapport à ça, est une vitamine liée à des protéines. Mais pour pouvoir être assimilée correctement, c'est un processus qui est un petit peu particulier. Il faut d'abord dessouder la B12 de la protéine, puis comme la B12 toute seule isolée, elle est très vulnérable à l'acide, il faut la protéger avec un petit bouclier dans l'estomac pour qu'elle puisse ensuite être acheminée dans la suite de son métabolisme. Le facteur intrinsèque, c'est le petit bouclier en question. Voilà. Donc là, en fait, on a déjà eu l'action ici du pepsinogène qui permet de dissocier les protéines en acides aminés, mais en vérité, le pepsinogène, il a également dissocié la protéine de la vitamine B12 pour qu'elle puisse être assimilée. Donc sans pepsinogène,
déjà on peut être carence en B12, mais surtout on peut ne pas assimiler correctement ces protéines. Et donc, quand on reprend la boucle depuis le début, on comprend que l'activité, alors c'est assez réduit, hein, l'activité de l'estomac, là j'ai un peu simplifié, hein, il est histamine, gastrine, acétyl dépendant. Eux-mêmes dépendants de l'activité histaminique, eux-mêmes dépendants du nerf vague, eux-mêmes dépendants du sphincter, eux-mêmes dépendants de plein de choses en fait. Et donc tout ça permet, je répète, de sécréter le pepsinogène, mais également les lipases. Les lipases gastriques, donc les lipases, c'est les enzymes qui permettent de dégrader les lipides, donc les graisses alimentaires, parce que ça c'est dépendant de l'activité donc de l'acide chlorhydrique, elle-même dépendante de ça, elle-même dépendante de ça, elle-même de ça, elle-même de ça. Donc oui, c'est une usine à gaz. Donc ça, c'est en gros l'estomac quand tout se passe plutôt bien. Mais donc quand on prend un IPP, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va inhiber la pompe à protons, comme son nom l'indique. Et la pompe à protons, elle est juste ici, juste là. Donc, comme on l'a vu juste avant, avec notre équilibre en forme de pentagone très moche que j'ai fait tout à l'heure, eh bien, on va inhiber uniquement l'activité des cellules pariétales. On inhibe uniquement l'effecteur final. Ce qui vient donc déplacer notre point d'équilibre autre part, parce qu'on inhibe les cellules pariétales. Donc les cellules qui sont donc interdépendantes vont devoir moduler elles-mêmes leur propre activité pour compenser l'activité modulée des cellules pariétales. Donc oui, c'est un petit peu le bazar. Et voici donc le schéma, alors oui, il fait un peu peur, le schéma de ce qui se passe quand tu prends un IPP. Donc là, je prends mon petit feutre bleu. Donc, comme on l'a vu avant, les cellules G, ok, comme elles vont moduler leur activité, ça va entraîner une hypergastrinémie. Donc, comme on l'a vu avant, je reprends mon... En vrai, le schéma du pentagone était pas mal. Pentagone très, 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 très moche, encore une fois. Bon, on dirait une maison, et voilà, c'est pas grave. Comme on tire l'équilibre vers les pariétales, ça veut dire que les autres cellules vont devoir moduler leur activité, et souvent c'est à la hausse. Hein. Souvent c'est à la hausse. Et donc c'est ça en fait, quand on parle de hypergastrinémie, ça veut dire qu'on va sécréter de façon anormale trop de gastrine. Donc on va enclencher une hyperchloridrie. Pourtant, tu vas me dire, mais l'IPP est censé retirer l'acide gastrique. Oui. Donc hyperchloridrie. Mais elle ne sera jamais effective. Et oui, parce qu'on va inhiber l'effecteur final. En fait, encore si tout était inhibé de façon proportionnelle, égale entre toutes les cellules, ce serait moins un problème en fait. Et c'est ce qui se passe quand tu manges végétal en fait. Quand tu manges végétal, en fait, le pH gastrique se module par rapport aux besoins qu'il y a derrière. Quand tu manges animal, ça nécessite d'avoir un acide fort. Voilà, la nourriture animale implique d'avoir un acide fort pour pouvoir correctement digérer. L'alimentation végétale, elle, c'est l'inverse. Le corps, il est partisan du moindre effort. S'il n'y a pas de raison de sécréter un pH fort ou faible, il ne va pas le faire. Si tu es ressortissant de diète végétale, comme moi je l'étais par exemple, j'avais un pH gastrique très bas. Donc si tu passes de végétal à animal d'un coup, ça va mal se passer en général. Donc il faut laisser le temps au corps d'adapter son pH gastrique par rapport au bol alimentaire. Mais là en fait on vient inhiber seulement l'effecteur final qui est la pompe à protons qui est juste ici en fait, elle est que là. Donc si encore on inhibait tous les facteurs en même temps et de façon proportionnelle, ça irait. Ça irait. Et c'est ce qui se passe quand tu manges végétal. Mais là on vient casser un seul maillon de la chaîne. Et c'est ça en fait qui entraîne tout le problème. Donc on a une hyperchloridrie, mais locale, qui va être enclenchée, mais jamais effective parce qu'on vient casser la pompe à protons. Ce qui entraîne donc une hyperplasie. Donc l'hyperplasie, ça veut dire la prolifération, une duplication anarchique des cellules. Donc ici des ECL. Forcément, on envoie plein de gastrine, et comme l'activité des cellules ECL elle est modulée par la gastrine, si on envoie plein de gastrine, il faut plein d'ECL pour traiter le plein de gastrine. Logique. Or, c'est pas écrit ici, mais l'hyperplasie des ECL, c'est un vecteur important de cancer de l'estomac. Donc forcément, réaction en chaîne. On a donc un max de gastrine, donc une hyperplasie des ECL. Donc forcément, comme on a plus d'ECL, on a plus d'histamine. Donc si tu es intolérant à l'histamine, bonjour, hein, parce que là tu vas avoir des réactions allergiques par exemple, avec un IPP, bizarre pourtant, mais voilà. Donc, augmentation de l'histamine, donc forcément, les cellules pariétales, elles vont rien comprendre, parce qu'elles vont recevoir un afflux d'histamine, de gastrine et d'histamine dans la gueule, hein, concrètement, mais comme tu prends un IPP, boum, tu viens casser le mécanisme final, qui est donc la pompe à protons. Le problème, c'est que comme c'est que l'effecteur final, donc c'est le maillon de la chaîne, l'inhibition, elle va être levée uniquement là, que ici. Ce qui va donc casser, on appelle ça donc une boucle de rétrocontrôle, ce qui va donc casser le fameux pentagone, le fameux équilibre entre toutes ces cellules. Donc, pardon, j'en ai oublié une. Ce qui va casser l'équilibre entre ces 5 types de cellules.
parce que comme elles marchent toutes en interdépendance, la cellule D, G, ECL et principale, elles vont se dire, bon les gars, il n'y a plus d'acide, donc nous, on va moduler notre activité comme s'il y avait plus de pariétal. Voilà, pariétal, elle galère de fou, elle n'arrive pas à travailler correctement parce qu'il y a une molécule qui vient l'inhiber. Donc nous, on met la patate pour compenser le manque d'activité de pariétal. Mais ce qui est faux, parce que tu viens d'inhiber artificiellement un processus qui est normalement stable. Donc l'inhibition, elle est levée seulement localement, et là, je le réécris ici, hyperplasie des ECL. Et la boucle est bouclée. J'espère que j'ai été clair. Donc forcément, comme on a un mauvais acide, ça va venir, on va rebondir en fait sur ce qu'on disait avant, donc moins d'acide, donc moins de pepsinogène, donc une mauvaise assimilation des protéines, et également des graisses, une vulnérabilité aux pathogènes, et aucune défense contre les bactéries orales, ce qu'on a vu juste avant. Donc voilà en fait ce que ça implique de prendre juste des IPP. Et pour le mucus, le problème, ça c'est un combo qui est dévastateur, c'est que quand on prend en fait des INS, les INS sont des vecteurs d'ulcère gastrique. Donc, comme on a un ulcère gastrique, on évite d'avoir un acide trop fort. Parce qu'un acide sur une plaie ouverte, ça fait extrêmement mal. Et donc, je me répète encore une fois, mais on prescrit IPP plus INS. Mais les INS, le problème, c'est qu'ils vont inhiber, on en reparlera dans la vidéo spéciale INS, donc là c'est un peu d'introduction, ils vont inhiber ce qu'on appelle des prostaglandines. Et ici, en l'occurrence, des prostaglandines gastriques. Donc ce type de cellule est responsable de la production de mucus. Donc quand on prend de l'INS, on vient casser son mucus, donc on se rend vulnérable en fait. Et également le bicarbonate. Le bicarbonate, ça sert aussi à basifier le pH pour pas qu'il soit trop acide. Donc non seulement on vient casser son mucus, donc on se rend plus vulnérable, mais en plus de ça, on va inhiber le bicarbonate qui permettait à la base de protéger l'estomac contre son propre acide. Donc c'est extrêmement paradoxal comme effet. Donc quand on a le combo des deux, franchement, c'est un désastre. Donc voilà en gros ce que ça implique de prendre ce médicament ou ces médicaments quand tu as les deux en même temps. Donc que faire? Tu me diras qu'est-ce qu'il faut faire. Alors c'est compliqué, pas compliqué, c'est facile dans la compréhension, c'est facile dans l'exécution. Maintenant, il y a toujours un pont entre la théorie et la pratique. En pratique, la théorie ne se vérifie pas tout le temps. Donc si tu es également feutre rouge, si tu es également sous INS, ça constitue un facteur limitant. Donc d'abord, en fait, avant de régler ce problème d'acidité, comme tu es sous INS, enfin si tu es sous INS, il faut d'abord se pencher sur la muqueuse avant l'acidité. Donc là, introduction, tu peux aller voir la vidéo sur comment réparer ta muqueuse, mais regarde la vidéo également sur les INS qui sortira juste après. Donc là, je te mets comme ça pêle-mêle ce qui peut t'aider. Le bouillon, l'aloe vera, alors bouillon d'os évidemment, aloe vera, vitamine C, et zinc, carnosine, ok. Mais il faut également que tu produises du mucus, parce que tu n'as plus de mucus à cause de l'INS. Donc pour ça, il faut le stimuler. Alors le stimuler ou manger des aliments qui vont en produire eux-mêmes. Donc aloe vera, la pomme avec sa pectine, la gélatine pour le bœuf, ça c'est excellent. Bouillon, également donc la guimauve. Sinon, dans ce que tu manges, et ce qui permet de sécréter un max de mucus, c'est la vitamine A. Donc ça souvent on va te renvoyer sur la vidéo densité nutritionnelle, vitamine A dans le foie animal en l'occurrence, et oméga 3 dans les poissons très gras type sardines maquereau par exemple. Et manger suffisamment de protéines. Ça c'est important. Beaucoup de gens ne mangent pas cette protéine. Alors, je vais dire, moi je recommande, ou nous on recommande, mais c'est vraiment minimum 1,5 g par kilo de poids de corps. Vraiment minimum. Ça paraît beaucoup pour beaucoup de gens. C'est facilement atteignable. Mais il y a beaucoup de gens qui mangent juste pas assez de protéines, vraiment. Donc moi j'aime pas trop ça, j'aime pas trop compter les chiffres et tout ce que je mange, mais pendant un jour, pendant 2 jours, pendant 3 jours, simplement pour se rendre compte numériquement de ce qu'on mange, ça peut ne pas être idiot de télécharger une application ou simplement de faire la liste de ce qu'on mange sur un jour, et après tu balances ça sur ChatGPT et tu lui demandes combien de protéines, de glucides et de lipides j'ai dans tout ce que j'ai mangé aujourd'hui, et boum, tu mets ta liste. Et tu lui demandes. Et tu regardes simplement si tu as mangé assez protéiné ou pas. C'est une façon très très simple de savoir. Et ensuite, donc la phase acidité. Donc déjà, on peut forcer l'estomac à sécréter du pH acide en mangeant animal. Tu peux également stimuler une production d'acide gastrique avec une décoction amère. Citron, vinaigre de cidre, attention, je mets un gros attention, parce que si tu as encore des ulcères non réparés, tu vas avoir extrêmement mal si tu prends du citron ou du vinaigre de cidre. Ça va faire extrêmement mal. La bétaïne HCl. Donc la bétaïne HCl, c'est littéralement de l'acide gastrique en poudre que tu peux ingérer. Il faut savoir que l'acide gastrique se renouvelle et se recycle dans ton corps. Donc c'est un truc palliatif.
Donc tu le prends au départ pour relancer un peu la machine, mais ensuite, ce n'est plus à prendre. Mais évidemment, quand tu as une muqueuse fragile, pas de bétaïne. Pas de bétaïne. D'abord le mucus et la muqueuse, toujours important. Le zinc et le sodium vont être une grande aide pour pouvoir avoir un acide fort. Le zinc, fruits de mer, les huîtres, plus. Le sodium, du sel gris. Les fruits de mer sont aussi salés. Hein. Les viandes crues sont aussi salées, mais ne pas hésiter à saler tes plats à ta convenance. Et évidemment, il y a deux choses importantes, c'est d'arrêter d'agresser l'estomac. Donc tout ce qui est alcool, café, épices, les repas copieux, pareil. C'est contraignant pour l'estomac de manger un repas énorme d'un coup quand on n'a pas l'habitude. Donc on fractionne les repas, pareil, parce que quand on mange un gros repas d'un coup, pour ceux qui font du OMAD par exemple, donc OMAD c'est one meal a day, un repas par jour, l'estomac va se prendre une plâtrée, un gueuleton énorme d'un coup, donc forcément l'acide il va être sécrété à mort pour pouvoir digérer le gueuleton en question. Hein, donc quand on fractionne ces repas en petites portions, eh bien on vient sécréter moins d'acide. Donc c'est une bonne stratégie pour reprendre du service, on va dire. Et le tabac, bon de toute façon, en principe, tu ne devrais pas boire d'alcool ni boire de tabac si tu es dans cette vidéo. Et évidemment, consolider, ça c'est important, on stabilise la muqueuse, la production de mucus et on restaure l'acide. Ça c'est un truc qui prend vraiment beaucoup de temps. Là j'ai mis ici 4 semaines minimum avant résultat pour chacune des étapes. C'est hyper important. Ça prend pas 2 semaines. Pas du tout. Et je vais même te dire un truc, c'est d'autant plus long que la prise de médoc a été longue. Si je prends le cas du coaché qu'on a eu, qui a pris 15 ans d'IPP, c'est pas en 4 mois que ça va être réglé. Hein. En 4 mois, il aura forcément un avant-après notable. C'est sûr et certain. Mais tout processus prend vraiment beaucoup de temps. Donc je déconstruis un peu ce truc-là de la santé, ça se règle facilement, rapidement. Tout dépend du point de départ, mais surtout c'est en partie faux. Hein. Surtout, ça prend vraiment beaucoup de temps. Avant de retrouver ta santé pile poil, comme tu voudrais l'avoir à 100% guérie avec plus aucun problème, ça peut prendre des mois. Voilà. Et également, donc petite parenthèse par rapport à ceux qui ont peut-être déjà fait un test génétique, les FUT2, donc mutations, donc pour ceux qui ont un profil non sécréteur, vont avoir de fait un mucus moins efficace, donc il faudra mettre l'accent beaucoup plus sur la partie mucus du protocole, entre gros guillemets, hein, c'est pas vraiment un protocole, ça c'est plutôt des indications. Donc voilà, en gros guillemets, donc phase 1, la muqueuse, donc pour ça, vidéo muqueuse, phase 2, mucus, peut-être qu'il y aura une vidéo par rapport à ça, sur comment on restaure son mucus, et phase 3, comment restaurer l'acidité gastrique proprement, correctement, par rapport à son cas. Donc voilà, 3 phases qui sont plutôt simples. Comme d'habitude avec Carla, nous on propose de l'accompagnement parce que des gens comme ça, on a eu plusieurs. Donc nous voilà, on te prend par la main et grosso modo, on fera quand même beaucoup plus détaillé que ça, mais on t'accompagne pour pas que tu foires chacune de ces étapes cruciales et que tu puisses avancer rapidement pour rapidement régler ton problème. Ici donc d'acide gastrique. Pour ceux qui veulent se le faire tout seul, la chaîne YouTube est là pour ça, pour le faire en autonomie. Voilà. Donc comme d'habitude, s'il y a une question, ça se passe en commentaire YouTube ou en DM Instagram à notre compte tc.digestion. Et pour ceux qui sont intéressés par un éventuel accompagnement, on répond également à vos questions en commentaire et en DM Instagram.